Heureux de vous recevoir, monsieur Jean Delmas. Je suis donc Amadou Tidiane Diawara, je suis consultant cybersécurité et cofondateur du média Cybercafé. Donc c'est une communauté de professionnels et de passionnés du numérique qui se réunit tous les samedis. Donc très heureux d'animer cette 38e session, donc 38 samedis qu'on se réunit pour des sessions live de 30 minutes. Donc, donc pour ceux qui assistent à la première session, on parle de problématiques liées au numérique. Donc aujourd'hui, pour cette 38e session, on est très heureux de vous recevoir, Monsieur Jean Delmas, pour évoquer le thème de l'e-agriculture, de son influence sur la durabilité agricole, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire. Donc c'est un thème qui nous est revenu par les membres de la communauté. Et notre session va s'articuler autour de quatre principaux axes. On va essayer de déballer rapidement, comme j'ai dit, en 30 minutes. Donc, vous allez nous présenter un peu ce que c'est l'e-agriculture, donc l'impact sur la durabilité de l'environnement, sur la sécurité alimentaire et les technologies, les formations en e-agriculture. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je vais déjà vous laisser la parole pour vous présenter et présenter aussi les activités de ICT for Dev. Donc, je rappelle que les sessions sont enregistrées, donc les sessions seront disponibles sur YouTube. Donc, toutes nos sessions sont disponibles sur YouTube et les gens pourront effectivement consulter après le montage. Donc, merci encore d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà vous présenter les activités de ICT for Dev? Déjà, merci pour le choix de ma modeste personne pour parler d'agriculture, qui est un sujet, je veux dire, d'actualité aujourd'hui. Je suis Jean Delmas Seyoui. Je suis expert en agriculture. Je suis architecte aussi de solutions agritech, c'est-à-dire que je conçois, je pense, j'accompagne les entités, les chaînes qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, dans tout ce qui est processus de digitalisation. Ça prend en compte la conception, le déploiement, la conduite du changement, la pérennisation des solutions déployées, l'assistance des organisations, la mise en place de stratégies de digitalisation de toutes les entités, tous les intervenants dans la chaîne de valeur agricole. Je suis ingénieur en sciences informatiques à la base. Je travaillais un peu dans le privé jusqu'en 2011 où j'ai décidé de me lancer comme consultant. J'ai fait un petit tour à la Chambre d'agriculture de 2012 à 2013. 2014, j'ai lancé une première entité à la faveur d'un concours national ICI 2014, investi en Côte d'Ivoire, qui était organisé par le CPC. Et après 2014, j'ai fait pas mal d'incubateurs en Côte d'Ivoire, en Belgique, Pays-Bas, un peu partout dans le monde pour travailler sur mon projet. Et 2016, je fonde ce qui est aujourd'hui ICT for Dev avec des idées, des solutions qu'on a déjà quasiment développées. Ensuite, on a mis 2 ans pour chercher un peu le modèle économique, comprendre le terrain, faire adopter la solution. Et puis, depuis 2018, ICT for Dev, je vais dire, a sorti la tête de l'eau. Et aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. D'ailleurs, depuis 2018, on n'a eu que des résultats positifs jusqu'à ce que on connaisse la crise de la Covid. D'ailleurs, on a fait notre meilleur chiffre d'affaires au niveau quand il y avait la Covid. Et vous allez D'accord. comprendre pourquoi. D'accord. Euh, ICT for Dev est une entreprise qui est spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions numériques et technologiques au service des chaînes de valeur agricole. En un mot, nous accompagnons tout ce qui est digitalisation, mais on s'est spécialisé ces dernières années dans tout ce qui est traçabilité dans les filières agricoles. Donc, on met à la disposition des filières tout un système de traçabilité depuis le bord champ jusqu'à l'entrée ou bien jusqu'à l'exportation. Ok. Notre plus gros projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui est le système national de traçabilité dans la filière café cacao. Nous accompagnons le groupe Panelis et le conseil Café Cacao dans la mise en place du système national de traçabilité au niveau de la filière Café Cacao. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce projet. Nous sommes en plein déploiement.
Aujourd'hui, on a onboardé plus d'une centaine de coopératives dans la filière café cacao. Et chaque jour, c'est des dizaines de millions qui sont payés. C'est des tonnes de cacao qui sont tracées via notre plateforme que nous avons mis en place. D'accord. Bah écoute, merci. Parcours très enrichissant, très intéressant. Bravo déjà pour ce qui est fait et pour tous ces résultats. Donc la question, c'est effectivement de revenir un peu sur ce que c'est l'e-agriculture. Quelles sont ses principales donc définitions et concepts de l'e-agriculture et en quoi est-ce qu'elle se distingue on va dire l'agriculture traditionnelle. Allô? Est-ce que peut-être activer votre micro? Je sais pas si vous parlez, mais je vous entends pas. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, là c'est bon. Je crois que le micro était désactivé. Oh, je C'est bon. l'avais coupé, d'accord. L'e-agriculture ne se distingue pas de l'agriculture traditionnelle. L'e-agriculture, c'est faire référence à l'utilisation de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication dans le secteur agricole. Donc, cette approche va nous permettre d'améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité dans les filières agricoles. Donc, on apporte des solutions numériques à l'agriculture, d'où l'expression e-agriculture. Et aujourd'hui, on peut démontrer que l'agriculture a apporté une influence significative au niveau de la productivité et de la durabilité à plusieurs niveaux. Euh, Quand on parle de la gestion des ressources même, aujourd'hui, on a des systèmes de télédétection avec des capteurs qui vont permettre d'apporter à la plante la juste quantité d'eau qu'elle a besoin pour son développement. Donc là, avec ces solutions, on arrive déjà à gérer euh, l'eau qui est une ressource qui devient de plus en plus rare sur notre planète. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire que l'agriculture, c'est apporter juste le numérique et les technologies au monde agricole. Et comme vous D'accord. savez, les TIC sont un domaine transversal. Elles touchent tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, la santé, les finances. On parle de fintech, on parle de agritech pour parler de tout ce qui est technologie dans l'agriculture. On parle de e-santé, par exemple, pour parler de tout ce qui est numérique dans la santé. Mm. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment la composante, on va dire, technologique qui vient permettre d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus précis et puis peut-être réduire aussi les coûts de l'agriculture, on va dire, en griffe traditionnelle. D'accord. Oui, Merci. je Merci. pense qu'au cours des échanges, on Bien va sûr. aborder, Bien sûr. on Bien va sûr. rentrer dans les détails, mais déjà, il faut qu'on Mm, retienne que l'agriculture, mm. c'est rien d'autre qu'à apporter la technologie au secteur D'accord. agricole. Et une petite anecdote, en 2011-2012, quand nous parlions de e-agriculture, beaucoup riaient. On disait, mais les gens sont au village, qu'est-ce que ils vont faire avec quoi? Ils vont faire quoi avec des ordinateurs? Qu'est-ce que la technologie peut apporter? Et nous avons eu la chance de participer à Abbeville en 2012 à la mise en place de la politique e-agriculture de l'État de Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui se déploie depuis ces dernières années, c'est des choses qu'on a pensées, on a écrit, on a consigné dans un document qui est une feuille de Mm. route que le ministère de l'économie numérique et le ministère de l'Agriculture utilisent pour développer des projets sur lesquels je pourrais durer le temps de vous expliquer. J'ai eu D'accord. la chance de participer à pas mal de projets également. D'accord. Bah écoute, merci. Je pense que ça fait sens aussi avec l'axe, donc notre prochain axe, qui est sur la durabilité agricole et la protection de l'environnement. Je pense que ça, c'est dans la continuité de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, hein. Donc, en quoi est-ce que l'agriculture contribue-t-elle à la durabilité agricole sur le plan économique? Et peut-être aussi, peut-être ma prochaine question, je sais pas si les deux vont de pair, mais c'est quels sont les avantages environnementaux de l'e-agriculture pour les exploitations agricoles? Aujourd'hui, on a un défi majeur sur notre planète. On doit produire plus pour nourrir une population qui ne cesse de croître. Et les terres cultivables sont de plus en plus rares. C'est dû à l'expansion de nos villes ou bien la surexploitation de nos sols. Avec l'agriculture, on arrive à gérer ces ressources. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'eau.
si on a des systèmes d'irrigation automatique combinés à des capteurs qui savent ce qu'il faut pour une plante, donc ça permet d'apporter ce qu'il faut à la plante. Je prends un autre cas. Dans le domaine de l'agriculture de précision, on utilise beaucoup de pesticides sur les parcelles. Les parents au village, même les dosages, ne savent pas le faire. Pour travailler sur une parcelle de 1 hectare, ça va mettre du temps avec comment on appelle ça, la machine dans le dos. Le dosage n'est pas bien fait. Qu'on appelle ça, l'apport aux plantes n'est pas rationnel. Or, avec l'utilisation des drones, on va vous faire 1 hectare peut-être en minutes avec un dosage comme il faut et avec qu'on appelle ça un traitement, je veux dire, uniforme de la parcelle. Donc, ça fait moins d'engrais ou bien moins de produits chimiques utilisés. Si je vais sur tout ce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'agriculture bio, on parle de traçabilité. Vous savez pourquoi les gens, pourquoi tout le monde fait la traçage, c'est pour savoir l'origine de, de, de nos productions. Est-ce que ça ne vient pas de forêts classées? Est-ce que ça ne vient pas de parcelles protégées? Donc, pour faire les systèmes de traçabilité, c'est forcément le numérique et les technologies qu'on va utiliser. Donc, l'agriculture va permettre de définir l'origine du produit. Donc, d'amener le producteur à ne travailler que sur ses parcelles. Parce que je prends le cas de ce qu'on a fait dans le cacao. On a géolocalisé, délimité les parcelles du producteur. Donc, quand on connaît vos parcelles, on connaît ce qu'on appelle votre capacité de production. C'est-à-dire que si vous avez 1 hectare, on sait que le rendement du cacao sur 1 hectare, c'est peut-être, je dis quelque chose, 2 tonnes l'hectare ou bien 5 tonnes l'hectare. Donc, quand vous vendez votre cacao, on regarde toujours votre potentiel. Si vous avez 1 hectare que vous vendez 10 tonnes de cacao, on suppose que vous avez des parcelles cachées. Donc, ça contribue aussi à protéger, qu'on appelle ça, notre environnement. Il y a un aspect que beaucoup utilisent. Je fais du bio, l'agriculture bio, tout ça. Mais qu'est-ce qui permet de prouver que vous faites du bio? Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de suivre les parcelles depuis le semis jusqu'à la production. Donc, on connaît les apports que vous faites sur vos parcelles. On vous rappelle les traitements à faire, les types de produits à utiliser, de sorte à ce que quand vous produisez, le label est certifié via nos plateformes pour dire que c'est carottes ou bien c'est tomates ou bien c'est mangues ou bien ces fruits sont certifiés bio parce qu'elles ont suivi qu'on appelle ça, un parcours de A à Z qui apporte, qu'on appelle ça, cette certification-là. Hier soir même, pas plus tard qu'hier, on travaillait avec une certification cacao. Donc, ils nous ont envoyé le contenu de la formation, ou bien ce qu'on appelle l'itinéraire technique pour obtenir cette certification. Nous, on va la compiler dans une application mobile qu'on va mettre à la disposition de 300 jeunes producteurs de cacao pour qu'à la fin du cycle de production, on puisse valider que c'est du bio qui sort. Donc aujourd'hui, l'agriculture joue un rôle assez important même dans la protection de l'environnement, dans la gestion des ressources. Vous voyez, gérer l'eau, utiliser les produits phyto qui sont souvent dangereux. Là même, on a une plateforme qui permet aux producteurs de nous remonter l'information sur la qualité du produit phyto. Il y a des produits phyto qui sont proscrits, mais le producteur il est au village ou bien il est dans son campement ou bien il est même en ville, on peut lui présenter le produit. Il n'a jusqu'à faire une photo via l'application, nous faire remonter l'information et on sait lui dire que ce produit est dangereux pour lui-même et même pour sa production. On consomme beaucoup de tomates, de laitue. On ne sait pas comment c'est cultivé, quel type d'engrais on utilise, quel type de produits phyto on utilise pour traiter ces plantes-là. Et après, on s'étonne qu'on a des maladies bizarres comme des cancers ou bien des malformations au niveau de nos enfants. Et donc, je pense que l'agriculture joue un rôle assez important dans le suivi, dans l'encadrement, dans la gestion des ressources, dans la certification des productions, dans tout ce qui est commercialisation même des productions également. D'accord. C'est très intéressant, effectivement. La possibilité de pouvoir savoir, donc pour un agriculteur de savoir avec une photo si le produit il est autorisé ou il est interdit ou est-ce qu'il est bon ou pas. Je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant et qui contribue effectivement à protéger l'environnement.
Je vois que il y a beaucoup de retours d'expérience. C'est très bien, je pense. C'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on voulait. Parce que ma question, c'est de savoir si vous avez des exemples d'initiatives. Je pense que vous en avez déjà donné plusieurs. On pourra peut-être revenir là-dessus. Donc, je me permets peut-être de peut-être passer au prochain axe et on pourra revenir ensemble sur les exemples que vous avez donnés tout à l'heure. Sur le volet sécurité alimentaire. Oui, Donc, on a vu le volet, on va dire, durabilité agricole et protection de l'environnement. Donc, est-ce que aujourd'hui, on peut considérer l'e-agriculture comme un levier pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale? Ou sinon, on va dire ivoirienne, africaine et ensuite après mondiale. bien sûr. L'agriculture contribue beaucoup à tout ce qui est sécurité alimentaire. Vous savez, si vous prenez la route, quand vous voyagez, vous voyez les dames au bord de la route avec des produits, du vivrier, de la banane, de la tomate qu'elles vendent dès que vous garez votre véhicule, mais dès que le car se gare, elles vous envahissent pour vendre ces produits-là. Et après, quand vous parcourez à peine 100 km, vous allez voir que les produits que vous avez vus en quantité dans une zone, quand vous arrivez dans l'autre zone, ça manque. Il y a des périodes où on ne trouve pas de la banane en Côte d'Ivoire sur le marché à Abidjan, pendant que les bananes sont en train de, en quantité dans la zone de Daloa, Gagnoa et autres. Alors, si on a un système de commercialisation basé sur l'électronique, donc ça veut dire qu'on collecte les besoins des différentes zones et on collecte aussi les offres. Et puis on fait matcher ces offres avec ces besoins, où est qu'on arrive à distribuer de manière efficiente nos productions. Le vivier, c'est quelque chose qui on a beaucoup de, il y a beaucoup de pertes post-récolte parce que les parents n'arrivent pas à écouler la production, ils ne vont pas tout consommer également. Donc, il faut trouver des moyens pour qu'ils puissent écouler leur production. Donc, si on a des systèmes d'information des marchés qui vont permettre de savoir les prix sur les marchés, la disponibilité de ces produits sur les marchés, les zones où on peut les avoir, vous voyez que ça permet d'assurer une commercialisation. Si à Korogo, on a besoin de la banane, alors qu'à Daloa, on en a en quantité, il faut que les dames de Korogo sachent où se trouve cette banane et comment rentrer en contact avec les autres femmes dans la localité de Gagnoa ou bien de Daloa qui ont ces bananes-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, on a aussi travaillé sur ce qu'on appelle les systèmes d'information du marché pour mettre en place, si vous tapez virtualmarket.ci, c'est une de nos plateformes où on fait remonter des offres et des demandes de produits et qu'on fait matcher entre ces acteurs-là. Cela permet d'assurer une distribution équitable ou bien rationnelle des productions sur toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, on arrive à exporter également des productions. Et vous savez, quand on est sûr qu'on va vendre notre production, on est motivé à produire. Parce que si vous produisez de la banane qui ne peut pas se conserver au-delà de 1 mois et que ça pourrit, ça vous décourage parce que vous ne pouvez pas consommer. Et ça, vous avez travaillé en vain. Mais si je suis sûr qu'en produisant, est-ce Oui, que vous me oui, c'est recevez? bon. Oui, on vous entend très bien. C'est bon. C'est bon. Toutes mes, Non, toutes non, mes non. excuses, je crois qu'on a eu un souci de connexion. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. C'est très, très intéressant. Donc, vous étiez en train de nous expliquer en quoi est-ce que c'était important de pouvoir savoir où est-ce que se trouvait l'offre et où est-ce que se trouvait la demande pour Oui, pouvoir. faire matcher les Exact. offres et les demandes. C'est Ex- ceux qui connaissent un peu le circuit de commercialisation du vivrier. Sur nos marchés à Abidjan, il y a des femmes, les femmes gourou. C'est une ethnie de femmes qui, en Côte d'Ivoire, qui sont beaucoup dans tout ce qui est commercialisation du vivrier. Elles prennent le camion et puis elles vont comme si elles partaient à l'aventure, parcourir des villages pour espérer trouver le produit. Or, D'accord. si elles savent déjà les zones où se trouve le produit avant de partir, elles vont directement récupérer là-bas. Et de l'autre côté, nos productrices qui sont dans les zones rurales, elles n'ont pas de débouché, elles n'ont pas un marché assez ouvert. Donc, elles sont obligées à la limite de brader les produits parce qu'elles ne savent pas si elles auront un potentiel client aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc, Hmm. avec des outils digitaux, on arrive à faire matcher donc ces personnes qui ont besoin du produit et ces personnes qui ont les produits et les localiser de sorte à ce que chacune puisse tirer son épingle du jeu. D'accord. C'est vraiment un problème, on va dire, plus même qui voit rien parce que c'est vraiment un sujet. Donc, il peut arriver qu'il y ait un produit, par exemple, au Togo. Si on arrive avec l'agriculture à matcher,
cette demande-là, ça peut être très intéressant. En tout cas, merci pour ce partage, c'est très, très, très intéressant. Effectivement, c'est un vrai sujet. Euh, moi, la question aussi que j'ai, c'est, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, hein, sur la qualité des produits alimentaires, parce que comment ces pratiques agricoles, on va dire, ces pratiques numériques agricoles ou numériques influencent la qualité des produits en eux-mêmes. Donc, on a vu la partie effectivement bio, mais sur la qualité du produit, comment est-ce que ces pratiques-là ont influence? Aujourd'hui, on parle beaucoup de certification. Hmm. On parle beaucoup de certification de produits agricoles. Mais comment on certifie un produit? Comment dire que cette mangue ou bien cette banane que je consomme, elle est certifiée? Il y a un processus qui est mis en place. Et comme la meilleure manière de contrôler ce processus, c'est de mettre à la disposition des acteurs des outils digitaux qui vont les permettre d'appliquer. On a beaucoup de normes bio, mais les normes bio sont expliquées aux producteurs. On envoie un technicien qui explique que quand il finit, il s'en va. Mais le producteur n'a pas de document. Même si on lui donne un document, c'est du papier, ça peut se détériorer. On a développé une plateforme qui s'appelle Farmbook. C'est une application mobile qu'on va installer dans le téléphone du producteur. Les organismes de certification ou bien de qualité vont fournir le contenu et que nous allons digitaliser et adapter au niveau de compréhension des producteurs. Et donc, lui, il a ça dans son téléphone et il applique. Et en appliquant, il nous remonte des informations à chaque étape. Si on dit l'étape 1, il faut s'aimer comme ça. Quand il finit de s'aimer, il fait la photo, il envoie. Les agronomes ou bien les certificateurs valident comment il a semé, comment il a traité, qu'est-ce qu'il a utilisé comme produit pour traiter, comment il a produit, comment il a conservé. Et jusqu'à la fin, on peut certifier que ce producteur X qu'on appelle ça, a appliqué toutes les recommandations pour produire telle quantité de produits, donc c'est certifié. Est-ce que vous voyez? Je prends un exemple pratique. Moi, chaque fois que je parle quand je développe quelque chose, je prends un exemple sur lequel on a travaillé. Si vous allez sur ma page LinkedIn, on vient de renouveler notre contrat avec Ricolto. Ricolto, avec Ricolto, on a monté un projet qui est financé par la Fondation Colibri, qui est basée en Belgique. C'était de accompagner 500 producteurs de cacao dans la zone de San Pedro sur les meilleures pratiques et sortir un cacao qui sera racheté par une marque de chocolat qui avait ses spécificités. Donc, le contenu nous a été envoyé, on l'a compilé et on a mis à disposition de ces producteurs-là. Et depuis 2 ans, nous sommes à la 3e année, ils utilisent, ils appliquent. Et depuis la Belgique, le client regarde un peu comment les producteurs sont organisés. Il y a quelque chose qui nous a marqué dans ce projet-là. Au départ, sur les 500 jeunes que nous accompagnons, il y a une centaine qui avaient des smartphones. Donc, les autres n'avaient pas de smartphone. Donc, eux, on leur envoyait les recommandations par SMS. Donc, chaque semaine, on leur dit, vous devez faire tant, 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 tant. À la 2e année, 250 ont eu des SMS. Et là, on vient de faire le bilan. On a autour de 400 qui ont acheté des SMS parce qu'ils ont compris que ils ont acheté des smartphones parce qu'ils ont compris que le téléphone était devenu un outil important pour garantir la qualité. Et quand l'État fixe le prix, par exemple, à 1000 francs, bon champ, mais quand vous respectez, vous êtes dans un processus de certification, à la fin, ce n'est pas les 1000 francs qu'on vous paye. Votre produit est acheté plus que le prix garanti par l'État. Et pour entrer dans ce programme-là, il faut forcément des outils digitaux qui vont permettre à celui qui certifie votre production d'avoir du recul pour dire cette production est certifiée parce que voici les preuves qu'à l'étape 1, voici ce qu'il a fait, voici les photos, voici son rapport, et ainsi de suite. Et ça fait de la data qu'on collecte qui vont permettre de faire des analyses, qui vont permettre d'entraîner nos machines, ce qu'on appelle le machine learning pour faire de l'IA, parce que l'IA n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ce sont la data qu'on a compilée, c'est des machines qu'on a entraînées à interpréter des données et c'est ce qui nous les rend après. Et pour pouvoir interpréter des données, il faut avoir
collecter beaucoup de données également. Et ces données vont permettre d'entraîner ces machines-là. Aujourd'hui, nous sommes sur 500 producteurs. On s'apprête à travailler avec la filière Anacat, avec le beurre de qualité également. C'est un projet personnel sur lequel moi-même je travaille. C'est de tracer le beurre de qualité depuis ces zones de production jusqu'à l'exportation. Il y a une norme de qualité qui s'appelle, je crois que c'est EcoCert ou bien, je ne sais plus le nom, mais il y a des recommandations au niveau de cette norme-là. Donc, l'idée pour moi, c'est d'accompagner les femmes. Nous avons choisi la zone pilote de Korogo pour accompagner autour de 5000 femmes dans le karité à démontrer que leur karité respecte cette norme-là, elles appliquent la norme et labelliser ce karité qui sera vendu directement sur le marché européen. Vous savez combien de fois le beurre de karité est important, mais regardez dans quelles conditions ces dames qui produisent le beurre de karité vivent. Le karité, c'est une plante qui pousse à l'état sauvage. C'est maintenant que le CNRA essaie de créer des parcs de karité avec l'appui du FICA, qui est le Fonds interprofessionnel de la recherche et du conseil agricole. Et donc, notre rôle en tant qu'expert dans l'agriculture, c'est de digitaliser tout ce secteur-là pour d'abord augmenter le revenu de ces femmes-là et puis aussi leur apporter un porte-monnaie électronique. Donc, elles vont recevoir leur paiement sur des mobiles. Et donc, on a une trace de tout ce qui est revenu. Ça permet aussi de, après, tout ce qu'on parle, quand vous avez un compte de mobile money où on a des transactions qui passent là-dessus, vous savez ce qu'il y a après comme conséquence. Vous pouvez avoir des crédits. Aujourd'hui, on parle de couverture maladie universelle. On ne peut pas les prendre en compte parce qu'elles n'ont pas de revenus. On sait pas, on n'a on n'a pas d'historique sur leurs revenus. Or, aujourd'hui, avec une telle solution, on peut savoir que la dame gagne tel montant par an. Donc, on peut lui proposer une assurance qui colle avec ses réalités. On peut lui permettre, elle peut payer ses cotisations pour la couverture maladie universelle. Donc, c'est la base qui est là. Et donc, nous, on pense que le numérique apporte beaucoup et peut apporter beaucoup. Il y a un cheminement, il y a un cheminement, mais tout doucement, d'ici les 10 prochaines années, vous verrez que la digitalisation du secteur agricole va se faire indéniablement, surtout en Côte d'Ivoire. D'accord, d'accord. Comme je vous l'avais promis, hein, on a 30 minutes de session, donc avec votre permission, on va faire 5 petites minutes de plus pour qu'on puisse balayer les deux, trois questions qui restent. Je sais pas si Bien sûr. ça vous... Ok, bah, Oui, oui, bien sûr. merci. Donc, vraiment très enrichissant ce que vous nous dites. Donc, avec la permission effectivement aussi des auditeurs. Donc, le dernier axe, c'est tout ce qui est politique et formation, parce qu'effectivement, une chose est de vouloir proposer, mais aujourd'hui, quel rôle déjà joue et doit jouer donc les gouvernements donc africains ou sinon le gouvernement ivoirien dans la promotion de l'e-agriculture? Moi, je vais dire quelque chose que je dis chaque fois que j'anime des masterclass ou bien des conférences. Je dis aux jeunes, tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui, c'est grâce au numérique. Au niveau, quand on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a tout ce qu'il y a comme contenu en ligne. Internet est le seul endroit où il n'y a pas de discrimination. Si vous avez un téléphone, un iPhone, excusez-moi pour la publicité de la marque, un Samsung ou bien même un Itel, vous avez accès aux mêmes ressources. Peut-être que c'est les temps de téléchargement qui ne sont pas les mêmes, mais vous aurez accès aux mêmes ressources. Il y a d'abord ça. Donc, c'est aux jeunes de s'approprier les connaissances liées au numérique. Je discutais le mois dernier avec, j'étais à l'école supérieure d'agronomie à l'ESA, à l'INP, où je participais à une restitution de travaux de recherche d'un chercheur du CIRAD avec lequel j'ai travaillé sur l'utilisation du numérique dans l'agriculture. Et il y a une école qui est en train d'être, qui sera ouverte bientôt à l'INP, qui va former des techniciens en agritech. Parce que c'est difficile d'avoir un agronome qui va développer ou bien développer, qui va comprendre le langage agricole. Nous, aujourd'hui, on arrive à le faire parce qu'on a des équipes mixtes. Chez ICT, il y a des agronomes purs qui nous viennent, qui sont des agronomes. Et puis, on a des développeurs purs. Donc, on les met ensemble pour que les deux réfléchissent pour sortir des solutions. Mais il faut qu'on trouve un profil agritech. Agritech qui va concevoir des projets comme ce que nous, on le fait, qui va vendre même les solutions. Et je discutais avec eux. On parlait du contenu de niveau agricole pour sortir des solutions qui vont répondre
aux réalités. Parce que dans l'e-agriculture, les challenges sont nombreux. Il y a la cible, il y a les utilisateurs, il y a des personnes qui vont financer les projets. Si vous développez une application que vous pensez que c'est les producteurs qui vont payer alors qu'eux-mêmes n'ont pas d'argent, Mm. vous allez vous casser le nez. Exactement. Quand vous développez une application, vous devez être avec les acteurs. On ne peut pas développer une application pour le secteur agricole et puis être en ville ou bien dans un bureau climatisé à Abidjan et puis dire, et quand vous finissez par être sur le terrain pour dire, j'ai fait ça pour vous. Par exemple, ce que nous allons faire pour le Carité, nous, on sait faire de la traçade. On sait qu'on connaît les grands états. Mais il faut qu'on aille séjourner à Korogo avec les acteurs, d'abord pour les demander, est-ce que ce qu'on veut faire là, ça les intéresse d'abord. Ils vont dire que nous, on n'a pas besoin de tout ça, nous, on veut juste vendre notre beurre de Carité. Et on leur explique que pour mieux vendre, il faut qu'on sache comment tu as produit, qui a produit, où est-ce qu'on a collecté les amendes. Comme ça, tu vas bien vendre. Là, vous voyez qu'ils commencent à être intéressés. Et ensemble, vous co-construisez la solution. Mm. Et ça, c'est une démarche qui est venue par l'expérience. On s'est cassé la figure sur pas mal de projets. Et après, on a compris que la meilleure manière de développer un projet, c'est faire de la co-construction avec les acteurs finaux. L'État a mis en place, l'agriculture, c'est le domaine où il y a beaucoup de projets financés par la Banque mondiale, FAO. Si vous prenez, on a des projets DPAI Bélier, projet non, le PSNDA vient de finir, on est en train de faire le bilan du PSNDA. On a, au niveau du ministère de la production animale, et au ministère des ressources animales et halieutiques, on travaille sur des projets sur le CIM, le système d'information des marchés bétail et viande de Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de projets. Et l'État a compris que le digital peut apporter beaucoup. Aujourd'hui, regardez ce qu'on a fait avec le café cacao. Depuis mon ordinateur, en tant que président de coopérative, en tant que quelqu'un qui a investi de l'argent dans la collecte de produits, je peux savoir quelles sont les quantités qui ont été achetées, où c'est quand on a été acheté, combien il reste comme monnaie électronique sur les TPE de mes agents. Alors qu'avant, il fallait se déplacer avec des centaines de millions en liquide dans la brousse, se faire agresser. Il y en a même qui simulaient même des attaques. Et après chaque campagne Café Cacao, il y a toujours des prisonniers, il y a toujours des braquages, il y a toujours des morts. Aujourd'hui, les producteurs, juste avec sa carte, il récupère son argent sur son téléphone. Vous savez, je ne pourrais pas partager cette vidéo, mais il y a une vidéo où, pendant la période, pendant le pilote, le monsieur est allé, on a payé le cacao, on a acheté le cacao avec lui, on a versé l'argent sur sa carte et il est allé au guichet. On lui a donné des instructions pour récupérer son argent. Il ne voulait pas aller dans un point mobile money parce que la carte qu'ils ont, ça permet d'aller dans un point mobile money pour récupérer son argent ou bien aller dans un guichet. Il dit depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il met une carte dans un guichet et qu'il tape un code que l'argent sort, qu'il se sent maintenant comme un fonctionnaire. Vous voyez que quand on a ces gens de retour des personnes qui bénéficient de nos projets, notre joie, c'est pas que le côté argent. C'est vrai qu'on gagne de l'argent, nous sommes des hommes d'affaires, on n'est pas des philanthropes, mais cette satisfaction morale qu'on a, quand vous arrivez à ce niveau où l'émotion, le monsieur, c'est quelqu'un de peut-être 70 ans, il dit depuis qu'il vit, c'est la première fois qu'il a une carte, il vend cacao, depuis 30 ans, il est dans le cacao, il va mettre une carte dans un guichet. Pour nous, c'est rien, parce que c'est un acte banal, on a habitué depuis combien d'années on le fait, mais pour eux, c'est gros, c'est grand. Quand il vend son cacao, qu'il reçoit un SMS pour lui dire que tu as vendu tant, peut-être c'est rien pour nous, mais pour eux, ça marque. Et vivre avec ces acteurs-là, comprendre leurs besoins, les remonter à nos gouvernants. Moi, je remercie l'État de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets dans l'agriculture où on utilise des outils digitaux. Tout le monde en parle. Là, on a fini avec le cacao, on va attaquer le palmier à huile, qui est une des filières les mieux organisées. On va attaquer la mangue après, tout ça. Et il faut que ça continue comme ça, mais derrière aussi, il faut qu'on ait de la ressource humaine pour pouvoir accompagner ces projets-là. Je pense que le gouvernement a compris. L'État de Côte d'Ivoire, là, on a la loi Start-up, donc ça va permettre aux start-up d'être développées. Les nouvelles start-up qui vont venir auront moins de soucis que nous. Aujourd'hui, on fait confiance à des acteurs locaux. Moi, ICT for Dev, c'est une petite entreprise, nous ne sommes qu'une dizaine, quinzaine d'acteurs, mais se voir confier un projet d'envergure nationale, vous savez combien et qui dépend directement de la présidence, pour une petite entité comme nous,
c'est une fierté d'abord pour nous d'être accompagnés, d'être sur ce projet-là. Et puis, ça démontre que l'État croit encore au talent local et à la capacité des jeunes Ivoiriens d'innover pour leur propre pays. Et ça, c'est une fierté pour nous. Vraiment, merci, Monsieur Jean Delmas, pour cette expertise. Je crois que c'est très clair, très enrichissant. On a beaucoup appris. J'invite ceux qui ont des questions, vraiment une question, peut-être maximum pour Monsieur Jean Delmas, à lever la main, poser la question. Je peux rester encore une dizaine de minutes. Hein. Pas de problème. Bah, avec plaisir, avec plaisir. J'ai une question pour vous. Ensuite, après, on prendra les questions des auditeurs. Allez-y. Même si on n'a pas forcément évoqué, on va dire l'aspect cybersécurité, donc parce que C'est clair. moi, en tant que consultant cybersécurité, je me dis un pirate peut hacker les données, modifier la donnée pour donc de son concurrent pour envoyer encore plus de produits ou moins de produits sur la plantation. Donc voilà, il y a peut-être beaucoup de facteurs, mais on ne pourra pas forcément tout voir. Donc en tout cas, merci pour cette intervention. J'ai deux dernières questions. Ensuite, après, on donnera la parole à Dr Yassine qui pourra poser sa question. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous avez juste à lever la main. Donc, ma première question, c'est donc au-delà de l'INP, donc de ce qui se fait à l'INP, comment les agriculteurs aujourd'hui sont formés, ou même comment les étudiants sont formés à l'e-agriculture. Et ma deuxième question, c'est comment l'intelligence artificielle va impacter les agriculteurs et les exploitations agricoles. D'accord. Pour la première question, en termes de formation, nous, aujourd'hui, on reçoit, il y a pas mal de startups dans l'agriculture, une bonne dizaine. Ce que nous, on fait, c'est qu'on reçoit aujourd'hui des étudiants qui nous viennent des agronomes, des techniciens agricoles, ou bien même des ingénieurs agronomes qui nous arrivent des grandes écoles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur des projets pratiques. Par exemple, pour le beurre de qualité qu'on va commencer, on a reçu deux étudiants qui sont affectés sur ce projet. Et c'est par la pratique. Aujourd'hui, comme je dis, il n'y a pas de formation agritech ou bien e-agriculture dans nos écoles. Moi, j'anime des masterclass, je donne des conférences, mais il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de formation, à part l'école qui sera ouverte. Donc, c'est sur des projets pratiques. Moi également, moi, j'étais ingénieur en informatique, je sais coder, mais j'ai été sur des projets pratiques au contact de ces populations-là que j'ai commencé à réfléchir, mais j'ai dit, mais on peut développer telle ou telle chose. Donc, on les met sur des projets pratiques et c'est à la pratique qu'ils développent ces aptitudes à penser, à concevoir des solutions agricoles. L'agriculture, bon, la technologie, c'est quelque chose qui est pratique, c'est pragmatique. On veut trouver une solution pour faire de la formation à distance à des producteurs. On ne va pas venir bavarder beaucoup. Il faut aller à leur contact, voir comment ils travaillent et ainsi de suite, et puis concevoir. Et l'agronome qui comprend le langage des acteurs-là va nous permettre de transcrire le message, va nous accompagner dans l'approche, dans le contenu, dans la validation du contenu. Et l'agriculteur va nous permettre de designer l'application. Vous allez voir que nos applications, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de sons derrière parce que eux, c'est des gens qui ne savent pas lire. Mais au moins, s'ils voient une photo d'une tomate, c'est que quand on appuie dessus, c'est de la tomate. Donc, c'est eux-mêmes qui nous donnent des petits tips pour qu'on puisse développer les applications. Donc, même leur formation, vous savez, quand quelqu'un sait qu'il y a son intérêt dans quelque chose, on va dire ça comme ça, c'est pas quelqu'un, c'est pas qui applique. Est-ce qu'on a déjà vu un guide d'utilisation de WhatsApp? Mais nos parents utilisent WhatsApp, ils nous envoient des notes vocales, ils nous font des appels, mais il n'y a pas de guide d'utilisation. Est-ce que c'est nous qui accompagnons nos parents pour aller récupérer l'argent sur Wave ou bien sur Orange Money? Il n'y a pas de guide d'utilisation, mais là où il y a son intérêt, l'apprentissage vient seul. Mais pour faciliter cet apprentissage-là, il faut développer, il faut travailler avec ces acteurs. D'où on a, je veux dire, la difficulté dans la conception de solutions e-agriculture. Parce que c'est orienté vers des populations qui n'ont pas forcément les mêmes capacités
d'adoption du numérique que nous. Il y a aussi des défis liés à la connectivité. Il n'y a pas Internet partout, donc on fait des applications qui doivent fonctionner en mode offline, et dès qu'on a le réseau, ça fait des synchronisations en arrière-plan pour faire une mise à jour de son contenu ou bien récupérer les données que lui il a collectées. Et ça doit être transparent pour l'utilisateur. D'accord. Maintenant, côté cybersécurité, effectivement, on a des équipes. Vous savez, on travaille avec le groupe Panelis, qui est une fintech. Donc, vous savez, vous connaissez tout ce qu'il y a comme mise en place d'infra, soft comme hard, aux côtés pour une fintech. Donc, on bénéficie de tout cet environnement-là également pour protéger nos applications. D'accord. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ce côté-là. Je salue. Je ne sais pas s'il est en ligne. Hussein, je le salue. C'est notre expert en sécurité chez nous. D'accord. D'accord. Bah, merci encore, Monsieur Jean Delmas. Vraiment, merci pour cette expertise. C'était très enrichissant. Surtout le retour d'expérience terrain. Ça a permis en tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre tout cet écosystème. On va donner la parole à Dr Yassine pour sa question. Donc, rapidement, s'il vous plaît, une question par personne. Et une question aussi à Monsieur Aoussou. Docteur Hyacinthe, vous avez la parole. Une question ou un D'accord, retour d'expérience sur. d'accord. Merci donc à Jean Delmas pour ce beau partage d'expérience et pour son combat qui concerne l'adoption du numérique et de l'agriculture. Donc, ils sont des domaines historiques. Le point que je soulève, c'est des révolutions technologiques actuelles. Donc, on a l'IoT, la blockchain, l'intelligence artificielle et bien d'autres. Quelles sont celles qui sont embarquées, bien sûr, avec des cas d'usage dans les projets e-agriculture? Et puis, quelles sont les difficultés qu'on rencontre justement dans le déploiement de ces projets-là? Merci. C'est une très belle question. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de faire une photo des produits, des intrants agricoles et avoir une réponse pour savoir si ce produit-là est autorisé ou non autorisé par l'État, ou bien est-ce que ce produit-là est dangereux pour le producteur même. Aujourd'hui, on traite ces données-là de manière, je veux dire, artisanale. C'est-à-dire, il y a un agronome derrière qui va recevoir la photo et donner le verdict. Mais à terme, on doit pouvoir utiliser des outils d'IA pour dire, à partir juste de la photo, on puisse dire non, ce produit n'est pas bon. Et même à mettre de la voix derrière, si le monsieur, si le vieux, c'est un BT ou bien c'est un gourou, on lui dit en gourou, ce produit n'est pas bon. Et pour arriver à ce niveau de développement, il faut intégrer l'IA. Mais l'IA passe par tout ce qui est machine learning. Est-ce qu'on a on a assez de données pour entraîner une machine pour pouvoir produire cette IA? Donc, on est encore à l'étape de collecte de données. Et ce sont les données liées à notre environnement. Si vous prenez une IA de produits français, ça ne va pas marcher en Côte d'Ivoire. On a il y a des étudiants qui travaillent sur une application de traitement pour détecter les maladies des plantes à partir des photos. Mais on n'a pas assez de photos. Si on prend le cas du manioc, on n'a pas assez de photos de manioc pour pouvoir entraîner une machine pour avoir une IA qui, juste en scannant, en faisant la photo, puisse dire quelle maladie on a. Donc, il y a encore de la data à collecter. Mais pour tout ce qui est blockchain, d'ailleurs, tout le système de traçabilité qu'on a mis en place pour le conseil, on bénéficie d'une blockchain, de sorte à ce qu'on sache les données qui entrent et qui sortent dans le système sont des données qui gardent leur intégrité, qui sont contrôlées. On a déjà commencé à appliquer la blockchain dans tout ce qu'on fait. On a un peu d'IA avec de l'IoT. Dans le cas du projet même du PSNDA, nous avons eu en charge ce qu'on appelait le CIV Agriac, qui était un hackathon national. Parmi les lauréats, il y avait deux entités qui travaillaient qui ont des solutions dans l'IoT. On les a même mis en contact avec une start-up suisse. Quand j'ai eu l'occasion de participer en 2021, j'étais en Finlande, à Helsinki. Non, c'est l'année dernière, 2022, j'étais à Helsinki à une rencontre de start-up. Je suis tombé sur une start-up qui faisait quasiment la même chose. On les a mis en contact et ils ont très avancé dans ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, la plupart du temps, c'est des choses qui sont open source. Donc, on n'a pas besoin d'assez de moyens pour développer, déployer ces choses-là. Et on a une forte communauté derrière aussi qui vous accompagne là-dessus. C'est aux jeunes
de s'approprier cela. Il y a beaucoup de défis dans le domaine agricole. Et là où il y a des défis, il y a des opportunités. Donc, à ce niveau-là, nous, on fait ce qu'on peut. ICT fait ce qu'il peut en collectant de la data, en commençant à entraîner des machines pour produire de l'IA, pour, comment on appelle ça, apporter des réponses automatiques à des producteurs qui sont en zone rurale. Côté déploiement, c'est ce qu'on dit. Là, on est en plein déploiement avec le conseil Café Cacao sur la traça. Les défis sont majeurs. Il n'y a pas de connectivité. Mais là encore, je discutais avec, quand on démarrait le projet, les sceptiques disaient, mais on n'a pas Internet dans les villages. Comment on va faire? J'ai dit, mais on a la chance en Côte d'Ivoire. Moi, je pourrais avoir parcouru un peu l'Afrique. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où on a un taux de couverture. Même GSM, on a un très bon taux de couverture. On a des routes où tu peux prendre la route, tu as constamment ou bien tu as au moins 60% du trajet, tu as de la connexion. Donc, c'est à nous de développer des applications qui peuvent surmonter ces défis-là. L'une des innovations qu'on a apportées dans le cacao, par exemple, c'est que simplement avec le GSM, sans Internet, on arrive à payer le producteur sur place. C'est-à-dire que si je suis dans une zone où j'ai au moins la couverture réseau, GSM, mais que je n'ai pas Internet, je peux acheter du cacao et payer en même temps le producteur. On a mis un système pour faire remonter de la donnée via SMS que nos serveurs savent interpréter pour payer le producteur et stocker déjà l'information comme quoi on a pris du produit quelque part. Et après, les synchronisations se font de manière automatique. Donc, les défis ne doivent pas être un frein. Moi, je pense que les défis doivent être des choses qui vont nous motiver et à pousser plus loin la recherche et puis à satisfaire aussi les acteurs du monde agricole. D'accord. Vraiment, merci. Merci encore, Monsieur Jean Delmas. Est-ce que Monsieur Aoussou peut-être vous poser une seule question rapidement et Monsieur Jean peut-être pourra répondre brièvement, comme ça on pourra mettre fin à la session en tout cas. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Aoussou? Oui, et Oui, vous me recevez également? oui, c'est bon. Oui, merci pour la parole. J'ai une question pour M. Delmas. C'est juste pour enchérir sur le blockchain. Voilà, ma question est quelle est la perspective blockchain, donc la perspective blockchain de votre structure? Et aussi, est-ce qu'il y a une autre alternative blockchain que vous souhaitez que vous essayez d'entrevoir avec tout ce qui est crédibilité donc des données que vous manipulez avec tous ces intervenants qui sont donc disons qui sont attachés avec toute cette digitalisation dans votre système. Nous, on pense que la blockchain c'est quelque chose qui est indéniable. Parce qu'on collecte la donnée et on fait des traitements sur ces données-là et on distribue ces données-là. Donc, pour garantir l'intégrité de ces données-là, il faut forcément intégrer dans nos solutions de la blockchain. Pour la traçabilité, il faut de la blockchain. Pour la certification, il faut de la blockchain. Même pour les contrats qu'on fait, pour les transactions agricoles, il faut de la blockchain. On parle aujourd'hui de titres fonciers. Mais si on a un système de délivrance des titres fonciers qui s'appuie sur une blockchain, vous voyez que c'est tranquille pour vous. Et même ceux qui gèrent ce qu'on appelle l'AGFOR, l'agence de gestion de la forêt, même les financements participatifs qu'on fait pour aider, on a des plateformes de financement participatif agricole, les stocks de produits agricoles, tout ça, il faut de la blockchain. Donc, c'est indéniable, on doit aller vers ça. C'est notre prochain challenge. Là, mais il faut trouver aussi de la ressource. Si tu es un peu en Côte d'Ivoire, tu vois un peu que on a très peu d'experts dans ce domaine-là. Et donc, récemment, j'ai discuté avec un des enseignants de ESATI, qui est l'école des TIC à Abidjan ici, l'ancienne école de la Poste que l'État a remis sur pied, qui est un peu comme l'école d'excellence dans tout ce qui est TIC. Je leur disais que on ne peut pas se limiter que aux développeurs d'applications, il faut aller au-delà. On doit avoir des experts dans tout ce qui est machine learning, dans tout ce qui est IA, dans tout ce qui est IoT et tout ce qui est blockchain. Parce que c'est
C'est le futur, mais c'est un futur, je vais dire, immédiat. Donc, on prend la pleine mesure de la chose. On a commencé déjà à intégrer ça sur la plupart de nos solutions. Mais à terme, ça va devenir incontournable. D'accord. Bon, vraiment, merci encore et bravo, bravo pour ce que vous faites avec ICT4Dev. J'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs pans de l'e-agriculture on n'a pas pu voir, mais très enrichissant. Merci encore à ceux qui ont pu participer. Merci encore à vous, Monsieur Jean Delmas. Je pense que c'est des sessions qu'on pourra reprogrammer ici ou sinon sur d'autres forums. Moi, j'hésiterai pas à vous citer parce que j'ai beaucoup appris personnellement. Donc, la session a été enregistrée. La session sera disponible sur YouTube. Et je pense qu'on aura l'occasion de revoir un peu d'autres sujets liés à l'agriculture, notamment tout ce qui est l'utilisation de drones pour l'agriculture de précision. Merci encore. Très bon samedi à toutes et à tous. Merci à vous. Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée de partager un peu notre petite expérience. Et on espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Et puis, nous sommes toujours sur LinkedIn. Si vous avez des projets, si vous avez des initiatives, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous accompagner ou bien de vous apporter la ressource nécessaire ou bien le contact qu'il faut. Je pense que c'est en networkant comme ça qu'on arrive à développer des compétences, qu'on arrive à développer nos entreprises, qu'on arrive à développer notre continent qui a, moi je pense que qui a besoin du numérique pour rattraper son retard. Et je le dis toujours, c'est le seul euh, domaine où il n'y a pas de discrimination. On a tous accès à la même donnée une fois qu'on a un device et de la connexion. Donc, on doit prendre plaisir à se cultiver, à aller là où on peut avoir de l'information, de la formation, de la donnée qui va nous permettre de monter en capacité et apporter des solutions qui impactent le quotidien de nos populations. Je vous Merci. remercie. Merci encore et très bon samedi à toutes et à tous. Merci. Et puis rendez-vous samedi prochain. Je pense que vous le savez pour tout le monde. Hein. Tous les samedis, on se réunit. Samedi prochain, ça sera la 39e session. Ça sera sans doute la dernière session de l'année parce qu'après, c'est le samedi 30. Non, samedi 23, rendez-vous. Ensuite, après, samedi 30, je pense qu'il n'y aura pas de session et on se retrouvera en janvier. En tout cas, rendez-vous samedi prochain. N'hésitez pas à proposer les personnes que vous connaissez comme speaker et puis très bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.